Bon, ben voilà, Didier Glatini, le nouveau président de la CRIRAD, avec la première présidente de la CRIRAD et avec le deuxième président de la CRIRAD. Malheureusement, les petits problèmes de SNCF font qu'effectivement, M. Naoto Kan ne pourra pas être là pour la conférence de presse. Ça décale un peu tout dans la journée, mais bon, tant pis, on maintient quand même notre planning. Donc, petite conférence de presse pour présenter un petit peu le travail qui a été fait de la CRIRAD avec le Japon. Mais ça, c'est plus Bruno qui va vous en parler. Donc, je vais lui laisser la parole tout de suite, comme ça, il va pouvoir vous expliquer un petit peu tout. Au moment de la catastrophe de Fukushima 2011, c'était un vendredi, le 11 mars 2011, le tremblement de terre, le tsunami. Et il a été tout de suite connu que la centrale de Fukushima avait des problèmes de refroidissement. Donc la CRIRAD a fait un mail immédiatement à ses adhérents en disant « Attention, perte de refroidissement sur un réacteur, ou plusieurs, ça peut être quelque chose de catastrophique. » Et on n'aurait jamais imaginé que ça allait être catastrophique à ce point-là, puisque vous le savez, au total, 4 réacteurs ont été endommagés, 2 cœurs de réacteurs ont fondu. Donc successivement, à partir du 11 mars et pendant plusieurs jours, des quantités astronomiques de substances radioactives ont été dispersées dans le milieu marin et dans l'atmosphère. Et pour nous, toute l'équipe CRIRAD, ça a été vraiment un traumatisme. D'abord parce que les informations arrivaient jour et nuit avec le décalage horaire en permanence. Et parce que surtout, on voyait la désinformation invraisemblable que subissait la population mondiale et la population japonaise en particulier, puisque par exemple, un académicien chercheur officiel japonais prétendait que en dessous de 100 millisieverts, il n'y avait aucun impact sur la santé. Donc toute la phase critique, la phase où les gens reçoivent les doses les plus importantes, a été vraiment très mal gérée. Les autorités japonaises ont mis en place un périmètre de mise à l'abri d'une 30aine de kilomètres, au moment où les Américains considéraient que dans un rayon de 80 kilomètres, il fallait prendre des précautions. Donc, périmètre d'évacuation ou de mise à l'abri totalement insuffisant. La mise à l'abri, c'est-à-dire le fait de demander aux gens de rester confinés chez eux, ça a un sens pour des rejets qui ne durent pas très longtemps. Pour des rejets qui vont s'étaler là sur une dizaine de jours, vous ne pouvez pas rester à l'abri dans votre maison parce que forcément l'air est renouvelé, donc la radioactivité qui est dans l'air extérieur rentre à l'intérieur. Problème de distribution de pastilles d'iode. Vous savez qu'en cas de contamination de l'air par de l'iode radioactif, prendre des pastilles d'iode stables, ça limite l'absorption d'iode radioactif par la thyroïde. Or, il n'y a pas eu au Japon de grands plans de distribution de pastilles d'iode, et même c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que des maires qui souhaitaient distribuer des pastilles d'iode à leur population n'ont pas pu le faire parce que l'ordre devait venir de la préfecture de Fukushima, qui n'a pas donné l'ordre. Et puis, quatrième manque de protection, c'est les aliments. En cas de catastrophe, dès les premiers rejets, il faudrait dire aux gens, ne consommez pas les aliments qui sont à l'extérieur. Les épinards, par exemple, qui ont des larges feuilles et qui vont recevoir les dépôts radioactifs et qui donc vont vous contaminer quand vous les consommez. Il a fallu pratiquement une semaine pour que les premiers résultats d'analyse de végétation et d'épinards soient publiés et montraient des taux astronomiques. Donc pendant toute cette phase, à la CRIRAD, on s'est dit mais on est dans un vrai cauchemar, c'est-à-dire tous les mensonges de Tchernobyl, finalement, se reproduisent quelque part en direct au Japon. Assez rapidement, des citoyens japonais nous ont demandé de les aider à faire des mesures. Et en particulier, un partenariat s'est noué avec un artiste qui s'appelle Wataru Iwata, et qui est sur certaines de ses photos, en particulier celle de la conférence de presse à Tokyo. Là, on conduit cette conférence ensemble. Donc c'est un artiste, au départ il ne connaissait rien à la radioactivité. On lui a donné des informations à distance, on a fait des vidéos qu'on lui a envoyées, on lui a envoyé du matériel de mesure, et petit à petit il a fait des contrôles, et il a contribué à monter une structure qui s'appelait à l'époque CRMS, Citizens Radiation Monitoring Stations, donc stations de mesure gérées par les citoyens, et créé comme ça 8 laboratoires de mesures indépendants au Japon. Et puis on a pu conduire une mission sur place en mai-juin 2011 avec Christian Courbon du laboratoire de la CRIRAD qui est là de dos sur la photo avec les balançoires dans une école dans la ville de Fukushima. Et ça franchement pour nous cette mission a été un véritable traumatisme parce que la ville de Fukushima est à 60 km de la centrale de Fukushima.
Et quand nous y sommes allés plusieurs semaines après la catastrophe, les taux de radiation dans la ville étaient encore par endroits 10 fois, 20 fois supérieurs à la normale. Et les gens vivaient, certaines personnes vivaient normalement. Les enfants qu'on voit sur la photo là sont dans une école qui est hyper contaminée puisque la terre qu'on a prélevée au pied des balançoires avait une activité de plus de 300 000 becquerels par kilo, c'est-à-dire que cette terre est un déchet radioactif. Et c'était comme ça dans toute la ville. Donc voir qu'on laissait vivre des enfants dans un tel niveau de radiation, ça a été vraiment pour nous quelque chose de difficile à croire, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que pour nous c'est très important ce partenariat, c'est très important d'accueillir Naoto-Kan qui est vraiment dans une croisade pour dénoncer le caractère absolument ingérable d'une catastrophe nucléaire, mais ça il vous le dira ce soir. Donc on continue avec nos faibles moyens, essayer d'informer la population française sur le fait qu'une catastrophe ce n'est pas gérable, que ce soit au Japon ou que ce soit ailleurs. Et on a lancé en particulier toute une série de campagnes d'information sur le fait par exemple qu'ont été adoptées assez récemment de nouvelles normes sur la contamination ou ont été validées d'anciennes normes sur la contamination des aliments qui font qu'en cas de nouvelle catastrophe en Europe, on va nous laisser consommer des aliments qui sont, de notre point de vue, contaminés à des niveaux tout à fait inacceptables. Voilà, pour ne pas être trop long, j'arrête là. Voilà. Quand même, vous présentez Roland Desbordes, qui est là, qui était quand même le... c'est toi qui étais président de la CRIRAD au moment de Fukushima, et c'est vrai que tu as mené le navire, si on peut dire. On a tous été très mobilisés. Oui, non mais il faut le dire, c'était toi qui étais président de la CRIRAD à ce moment-là. Pendant plusieurs jours. Voilà, je laisse la parole à Michel. C'est vrai que vous avez bien géré quand même, hein, ici en France, par rapport à ce qui s'est passé à Fukushima. Moi, j'y suis allée une semaine à Itate pour tourner le film avec Jean-Paul Jeune. Ouais. Et c'est vrai que là, ça m'a beaucoup touchée. Je comprends pourquoi Bruno est ému parce que, vous voyez, quand il y a eu Tchernobyl, on a monté cette CRIRAD, on n'était pas installé ici, on était installé à Valence, à Montélimar à Valence, et on faisait des mesures de radioactivité sur les aliments. Là, quand vous allez là-bas, vous voyez le problème des gens. Et on est allé notamment voir des agriculteurs. Et quand vous voyez comment ces agriculteurs, et notamment ces agricultrices, géraient leur exploitation, où ils ne savaient pas ce que c'était que le césium, que l'iode, ce que c'était les radioéléments, qu'on les laissait dans l'ignorance la plus totale. Et que ces gens-là consommaient des produits hyper radioactifs parce qu'on avait un radiamètre et on voyait bien qu'il y avait une contamination et une irradiation importante. C'est vrai que c'était quand même incroyable. Et que vous voyez que ce soit Tchernobyl ou Fukushima, il y a toujours les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, d'abord, on désinforme. Et là, s'il y avait eu Naoto-Kan, c'était très important parce que lui aussi était désinformé par TEPCO sur l'importance de l'accident. De suite, il avait téléphoné à TEPCO pour savoir est-ce qu'il y a un risque nucléaire. Et première intervention de TEPCO, on lui dit mais il n'y a pas de fuite radioactive. Et il a fallu que, quand on a commencé à lui dire il y a eu une explosion le lendemain, que lui-même a pris un hélico pour voir quelle était la situation sur place. Donc vous voyez que cette désinformation, elle venait au niveau de l'institution elle-même. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a été la commission d'enquête qui a suivi, qui a montré les liens qu'il y avait entre le ministère de l'Industrie et l'autorité de régulation, qu'on appelle la NISA, là-bas. Il y avait une consanguinité, une complicité telle qu'ils savaient que ça dysfonctionnait au niveau de Fukushima, mais on ne leur donnait pas des mises en demeure et des sanctions pour faire en sorte à ce que la centrale ne puisse pas être soumise en fait à cette vague d'eau qui a fait que le système de refroidissement a été obsolète. Cette désinformation, nous on l'a vécu au moment de Tchernobyl, ça a été la même chose au niveau de Fukushima, et je vous dis, les autorités politiques n'étaient pas informées à temps réel, et qu'il a fallu qu'il aille voir TEPCO directement sur place. Le deuxième enseignement, c'est mauvaise préparation, parce qu'ils n'avaient jamais fait des plans d'évacuation et des plans de confinement. Et quand aux gens, on leur a dit de se confiner, alors que ce confinement, comme tu as dit Bruno, il ne marche que quelques heures et quelques jours, mais pas 10 jours, parce que la fuite des radioéléments, ça a duré 10 jours, que l'évacuation, c'est très mal faite, que la modélisation, parce qu'ils avaient un programme qui s'appelle Speedy,
et que cette modélisation, ils l'ont pas mis en route, ils l'ont mis en route, mais ils n'ont pas informé les autorités qu'il fallait évacuer surtout à l'ouest, puisque là, en fait, ils ont eu quand même une chance que le nuage n'ait pas allé sur Tokyo, parce que Naoto Kan pensait évacuer Tokyo, mais quand ils ont évacué sur, vous voyez, des circonférences de 20 km, au début c'était 10, puis après c'était 20, et après ça a été 50 au niveau du nord, les cercles, ça marche pas. Et nous, quand on va en France, c'est toujours en cercle. Vous voyez, on dirait qu'on ne veut pas intégrer ce qui se passe ailleurs. Donc ça, très mauvaise préparation. L'évacuation, on a évacué des gens pour les remettre dans des terres encore plus contaminées à certains endroits. On les a mis des fois dans des écoles qui étaient plus contaminées que l'endroit où ils ont été évacués. Donc très mauvaise préparation là-dessus. Il y a eu aussi, moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que les médecins et les infirmières se sont barrés. Il y a eu énormément de morts dans les hôpitaux. Les personnes handicapées ont été laissées sur place. Et il y a eu des centaines de morts dues à ça. J'avais les chiffres, c'était assez impressionnant de voir, si ça vous intéresse, parce que vraiment, moi j'ai été très touchée par ça. Et on va avoir la même chose ici. D'ailleurs, je leur dis souvent, combien de gens vont rester sur place? Quand vous connaissez les risques, bien, vous voyez, l'enquête qui avait été faite a révélé que 125 médecins à temps plein avaient démissionné de 24 hôpitaux de la province de Fukushima, soit plus de 12% des médecins travaillant dans ces institutions. Et quant aux infirmières, 407 d'entre elles ont quitté leur poste dans 42 hôpitaux et centres de soins à la préfecture de Fukushima. Et en plus, les travailleurs du nucléaire voulaient partir. TEPCO voulait leur dire, vous partez de la centrale. Et c'est Naoto Kan qui les a obligés à rester dans la centrale. Moi, j'ai toujours peur ici parce que je me dis, vous voyez la sous-traitance des centrales, c'est pareil au Japon. Il y avait énormément de sous-traitance. Et l'histoire des moteurs, c'est qu'il n'y avait plus personne à la centrale qui savait faire redémarrer ces moteurs, sans parler que les camions n'arrivaient même pas aussi au niveau de la centrale, parce qu'il y avait eu le tsunami. Donc tout ça, ce qui s'est passé à Tchernobyl, ce qui s'est passé à Fukushima, ça peut se passer chez nous. De même, les limites qui ont été votées au Parlement, oui. Ça touche le traité Euratom. Vous savez qu'on est là aussi pour dire qu'il y a un truc qui est inadmissible dans le nucléaire, c'est le manque de démocratie. Tout ce qui touche au nucléaire, c'est dans un traité qu'on appelle le traité Euratom, qui a été mis en place en 1957 par 6 États, et qui fait que nous, les députés européens, on n'a pas de codécision. C'est-à-dire qu'on chante le Parlement et c'est que les États membres qui décident, par exemple, des normes. Et les normes qui ont été édictées récemment en cas d'accident nucléaire sont plus importantes que les normes qu'on avait au moment de Tchernobyl. Puisque sur le césium, c'était 670 becquerels par kilo, et bien maintenant, ça passe à 1200. Donc vous voyez que demain, s'il y a un accident, on sera soumis à des niveaux de contamination importants. Et c'est d'autant plus surprenant que même chez les Japonais, c'était à 500 becquerels, et que maintenant, on est à 100 becquerels par kilo. Donc, ils voient bien que c'est pas possible d'avoir des niveaux aussi importants, quoi. Et bien ça, c'est une particularité du nucléaire. Le nucléaire n'a pu se développer que comme les vampires, c'est-à-dire dans l'opacité et le mensonge. Là, vous voyez bien que, 1, on n'a pas accès aux infos, 2, qui prend les décisions, c'est jamais démocratique. En plus, ils ont fait un traité, mais vraiment cousu main pour le fonctionnement du nucléaire. Et puis, on voit qu'en France, on n'arrive pas à en sortir du nucléaire. On a voté une loi en 2015 sur la transition énergétique qui devait engager la fermeture des centrales nucléaires en disant en 2035, 50% de l'électricité sera fournie par le nucléaire et pas au-delà, parce que maintenant c'est de l'ordre entre 75 et 78%, eh bien, on a acté que ça serait plus 2035, c'est 2025. Mais c'est hors la loi. Il faut qu'ils refassent voter ça. Ça a été voté en 2015. Pourquoi? Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, eh bien maintenant on dit 2025. Et sur la fermeture de la plus vieille centrale qui est Fessenheim, on devait la fermer depuis 2012. Et puis après Hollande a dit 2016, ça n'a toujours pas été fermé. Et maintenant on nous dit 2020. Alors ils veulent fermer, alors soi-disant un premier réacteur en 2021, le deuxième en 2022. Et surtout qu'elle a été assujettie, la fermeture à l'ouverture le démarrage de l'EPR. Ce qui n'était pas forcément dans la loi. Non. Dans la loi, il était dit il ne faut pas dépasser un plafond. Mais on n'a jamais dit que la fermeture de Fessenheim serait en relation avec l'ouverture de l'EPR, qui prend énormément de retard. Et après, les autres réacteurs, ça ne fermera pas avant 2027-2028. Mais Macron ne sera plus là.
Donc on peut très bien dire, ah ben on va fermer plus tard, ils ne seront pas là, ces gens-là. Donc c'est très grave en France. Ce qui se fait, c'est que, on attend le vieillissement au-delà des 40 ans, parce que nos centrales, elles ont été construites pour 40 ans. Et là, on a quoi? On a Fessenheim qui dépasse, et on a chez nous Tricastin. Et puis il y a le budget, il y a toutes ces centrales, et donc on va dépasser les 40 ans. Ça veut dire que le lobby nucléaire est dans le gouvernement. Alors on le sait, avec Édouard Philippe, ils ne veulent pas les fermer, vous voyez, alors que les 40 ans vont avoir lieu. Donc on a des centrales qui vieillissent de plus en plus, des risques de plus en plus importants, et on l'a sur la centrale du Tricastin, où il y a cette barre de combustible qui est restée accrochée, et puis il y a de plus en plus d'incidents. Donc je trouve ça très grave avec le recul qu'on a maintenant sur les accidents nucléaires. Ce qu'on nous dit, c'est que on pensait qu'il y avait un accident nucléaire tous les 250 ans, et bien maintenant c'est entre 7 et 10 ans. Et donc vu la quantité de centrales nucléaires qu'on a en France, vous voyez que on a la proportion d'avoir un accident nucléaire en France, elle est quand même très importante. Voilà, alors ce qui me rend un peu optimiste, c'est qu'un Premier ministre qui a vécu ça, qui a vécu le mensonge, qui a vécu la désinformation par TEPCO, comme quoi il faut toujours avoir des autorités de sûreté, vous voyez, qui sont complètement indépendantes des exploitants, est devenu anti-nucléaire. Vous voyez, c'est le cheminement, c'est ça qui est intéressant chez le Premier ministre, puisque je l'avais invité au Parlement européen. C'est le cheminement de cette personne qui était pro-nucléaire, qui a vécu cet accident et qui est devenue anti-nucléaire. C'est vrai que les associations, elles sont souvent d'avant-garde, hein, mais que s'il y a un message à dire à notre président de la République, c'est qu'il est temps d'arrêter le plus vite possible ces vieilles centrales nucléaires et que l'avenir, eh ben, ça passe par les énergies renouvelables qu'on a votées au Parlement, hein, puisque ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 100% d'énergie renouvelable en 2050. Alors que le gouvernement français dit on garde le nucléaire et on rajoute les énergies renouvelables pour pouvoir exporter l'électricité nucléaire. Sauf que ce qu'il faut dire, oui, mais ce sont les Français qui ont le problème de l'accident, qui ont le problème de la gestion des déchets et qui ont le problème aussi du carénage, c'est-à-dire de la remise aux normes de Fukushima dans le cas de nos réacteurs. Parce qu'une dernière chose, c'est que Fukushima a remis en question le problème de la sûreté nucléaire. Vous voyez, jusqu'à présent, on pensait qu'un accident comme ça était impossible. Mais l'histoire que l'eau, qu'elle soit l'eau du tsunami, vous voyez, au Japon, ou que ça soit l'eau du Rhin, où la centrale est en dessous, qu'il y ait une rupture de la digue due à un séisme, vu qu'on est quand même dans une zone sismique, eh bien on se retrouve dans la même configuration, c'est-à-dire que toute l'eau du canal va aller s'engouffrer au niveau de la centrale, et tous les systèmes pour refroidir le cœur, eh bien, seront inondés. Et là, vous n'avez plus d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, il y a fusion du cœur. Et ça peut se passer au niveau de Tricastin, pareil. Donc, cet accident a énormément fait évoluer les normes de sûreté. C'est pour ça que Chevet, à l'époque, était le directeur de l'autorité de sûreté nucléaire, avait demandé à ce que toutes les pompes pour le refroidissement soient mises en hauteur, de telle sorte à ce qu'il y a de l'eau, elles puissent toujours fonctionner. Et puis une salle de contrôle complètement indépendante de la salle de contrôle de chaque réacteur. Parce que vous voyez, quand il y en a un qui saute, hein, et le deuxième qui est contaminé, plus personne n'y va. D'où il fallait des salles de contrôle complètement indépendantes. Donc ça a remis beaucoup en question, ce qui veut dire que si on veut remettre à niveau nos vieux réacteurs, eh ben, c'est plus d'1 milliard par réacteur, si c'est pas 3 milliards par réacteur. Oui, on estime à peu près à au moins 100 milliards. Hein, mais le carénage dans sa globalité, oui, 125 milliards même. Ouais. Donc voilà, le nucléaire coûte cher, il est à risque et il n'est pas sûr. Donc il faut en sortir le plus vite possible. Par rapport à Euratom, des associations en Autriche et en Allemagne ont lancé une campagne pour l'abolition du traité Euratom. En France, c'est relayé par l'association RECH. Réaction en chaîne humaine, c'est un peu plus sympa. Et par la CRIRAD. Et donc, si vous n'avez pas encore signé la pétition, n'hésitez pas à le faire. Il y a un lien sur le site de la CRIRAD. Et ce soir, il y a des feuilles de signature avant et après la photo. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de poser des questions? Le film, il est projeté une seule fois sur Valence ou il va l'être après encore? Il est projeté ce soir sur Valence, ouais. Il va l'être demain sur Grenoble et mercredi à Paris. Après, il y aura peut-être... Il y a des projections prévues. Des projections? Oui, on n'a pas les d'accord cinéma, mais en Ardèche ou dans la Drôme, il y a sûrement des projections. Il me semble que j'ai vu au navire qu'il était déjà projeté, c'est la 3e fois, je crois. Ah, oui. Il me semble avoir vu ça dans le programme du navire.
Et là, ce soir, simplement, le côté exceptionnel, c'est qu'il y a la présence de notre OCAM et des partenaires. S'il arrive. S'il arrive. Alors moi je voulais rajouter une chose par rapport à Fukushima sur le rôle de la France et de l'IRSN. L'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est un organisme d'État qui, en France, a un peu, quelque part, le monopole de l'État pour tout ce qui concerne l'expertise nucléaire et le fait de nous informer sur la radioactivité en cas de catastrophe nucléaire. C'est le service de l'État qui est vraiment compétent là-dessus. Or, ce qui s'est passé au moment de Fukushima, c'est que l'IRSN a produit un communiqué et des modélisations en expliquant, à partir de modèles théoriques, donc ils ont simulé la quantité de radioactivité qui sortait de la centrale de Fukushima, et en fonction de la direction des vents, ils ont calculé les doses qu'allaient recevoir les habitants. Et ils ont fait cette modélisation alors que la catastrophe était toujours en cours. C'est-à-dire que personne ne savait ce qui allait continuer à être rejeté. Et ils ont conclu que sur la base de leur modèle, les mesures de protection qu'avaient pris les Japonais étaient satisfaisantes. Alors que de notre point de vue, elles ne l'étaient absolument pas, que ce soit par rapport à la non-distribution de pastilles d'iode, que ce soit par rapport au périmètre d'évacuation ou de mise à l'abri totalement insuffisant, que ce soit par rapport au contrôle sur l'alimentation. Et donc un service français, l'IRSN, vers lequel s'adresseront les autorités pour demander ce qu'il faut faire, que ce service soit quelque part co-responsable de l'insuffisance des mesures de protection au Japon, c'est très grave. Et c'est particulièrement inquiétant pour nous, Français, parce que ça pose la question, quand ça va être sur notre territoire, que va dire l'IRSN? C'est pour ça que la CRIRAD continue à faire son travail indépendant d'analyse, de surveillance. On a toujours des balises dans la vallée du Rhône, vous le savez, je pense, qui surveillent en permanence la radioactivité de l'air, parce qu'on veut être capable, en tout cas sur la vallée du Rhône, d'avoir nos propres mesures, et y compris d'ailleurs sur la France, en se déplaçant, et on organise un réseau de préleveurs sur la France, c'est-à-dire des citoyens volontaires qui pourront faire des mesures un peu partout en France et nous envoyer des échantillons en cas de doute ou en cas de contamination. C'est vraiment important de continuer à être vigilant en tant qu'association indépendante de l'État et des industriels. Et on a besoin de votre soutien à tous. Ça a été la CRIRAD qui a sonné l'alerte quand même. Hein. S'il n'y avait pas eu la CRIRAD au moment de Tchernobyl, la France avait été un territoire non touché par le nuage de Tchernobyl. Ouais. C'est quand même... il faut remettre à l'époque. Je me suis bagarré, moi. J'étais traité de tous les noms. Quand on a donné l'alerte, quand on a fait les mesures, quand on montrait preuve à l'appui que les échantillons étaient contaminés, il a fallu mettre un huissier, toi. Enfin, je vais amené quand même. Maintenant, tu es au Parlement européen. Quand même. Oui. Elle continue. Oui. Il faut dire aussi. Mais quand je vois ce traité Euratom accepté, j'espère bien que ces élections européennes vont mettre en avant qu'il est complètement antidémocratique. Vous imaginez? On a juste un avis à donner. Si les États sont en désaccord, ils balancent notre avis et on continue comme avant. Le nucléaire a un statut complètement particulier. Tu disais l'IRSN, mais on pourrait dire l'AIEA aussi, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Ils sont allés sur le site de Fukushima pour dire il n'y a pas de souci. Et il y a plein d'assos qui disaient Itate là est contaminé au-delà des 20 millisieverts d'ailleurs, puisqu'on a profité pour augmenter les doses, et que suite à ça, ils ont évacué après Itate avec tout le problème maintenant qu'ils veulent faire revenir les gens. Si les gens ne reviennent pas, on leur donne plus l'argent parce qu'ils avaient été évacués. Non mais quand même, on est dans des sociétés de dictature, quoi. Qui c'est qui va avec ses enfants revenir dans une terre contaminée? Sachant que il n'y a pas de seuil au niveau de la radioactivité, comme les perturbateurs endocriniens. Là, moi j'ai lu sur l'ITAT, justement, reviennent les gens, c'est les gens qui sont âgés, hein, je veux dire, les gens avec les jeunes enfants ne reviennent pas, hein, ils ne veulent pas revenir, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que ça pose des sérieux problèmes. Hein. Oui, mais il y a le chantage, que s'ils ne reviennent pas, ils ne touchent plus. Oui, non, mais même, ils ont fait le choix quand même, ces gens-là ont fait le choix, même s'ils ne sont pas indemnisés, ils ont fait le choix de ne pas revenir parce qu'effectivement, ils connaissent la gravité de la situation, quoi. Ça pose le problème de la déresponsabilisation des gens qu'on ne veut pas alarmer, qu'on ne veut pas effrayer et pour lequel on raconte que tout va bien. Moi, je voulais savoir où en était le contrôle alimentaire à l'heure actuelle au Japon par rapport aux produits, puisque vous disiez que tout allait bien et que les gens continuaient à manger
leurs produits autour de la centrale. Est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que le Japon a pris, a pris conscience des consignes à donner, que ce soit d'ailleurs pour les Japonais autour, que ce soit pour l'export également d'ailleurs? Est-ce que vous êtes au courant? Enfin, moi, je peux parler sur le plan européen. Sur le plan européen, quand il y a eu l'accident, l'Europe a mis en place des systèmes de contrôle. Mais très rapidement, ils ont diminué l'échantillonnage. Mais en tout cas, il y a eu des échantillons comme le thé, qui était très contaminé, comme la viande de bœuf, et puis certains poissons et des algues. Et puis, on a signé les accords de partenariat avec le Japon. Et bien maintenant, il n'y a plus de contrôle. C'est pas beau, ça? Vive le commerce. Ouais. Ils ont supprimé les contrôles entre le Japon et l'Europe. Alors c'est vrai que le Japon, il importe énormément de produits agricoles. Hein. Mais nous, quand même, vous voyez, on reçoit le thé, on reçoit des algues, on reçoit certains poissons, etc. Tous les produits autour des sushis qui viennent du Japon. Oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je complète, oui, juste pour les aliments, pour dire qu'en fait, ça a été très progressif. Donc il y a eu la phase la plus dangereuse, c'est-à-dire la phase où vraiment il y avait des retombées massives, avec en particulier de l'iode radioactif, qui a une période de 8 jours. Pendant une première phase d'une semaine, il n'y a eu aucun contrôle et aucune information. Ne mangez surtout pas ce qui pousse en plein air dans une zone à définir. Donc ça n'a pas été fait. Or, les premières mesures qui sont arrivées, on va dire une semaine après, un peu plus, montraient que, par exemple à Itate, certains végétaux étaient contaminés à des niveaux de millions de becquerels par kilo. Ça veut dire qu'en mangeant quelques grammes, une personne relativement jeune en particulier, pouvait dépasser la dose maximale admissible à la thyroïde en quelques grammes. Donc là, laisser consommer ça, c'est complètement criminel. Après, petit à petit, les autorités japonaises ont mis en place des contrôles, mais avec un seuil, disons, pour les aliments communs, un seuil de 500 becquerels par kilo, qui peut être discuté. 500 becquerels par kilo en césium, c'est pas rien. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. La méthode de contrôle était insuffisante au niveau à la fois spatial, parce qu'il n'y a pas que la préfecture de Fukushima qui a été touchée. Les retombées sont allées au sud jusqu'à Tokyo et au-delà. Donc des contrôles insuffisants, mais surtout au début, des contrôles qui prévoyaient qu'il était interdit de commercialiser les aliments qui dépassaient des normes, mais il n'a pas été assez dit, il ne faut pas les manger. On a rencontré, lors de la mission CRIRAD sur place en mai-juin 2011, un paysan à Koriyama, je regarde s'il est en photo là, un paysan à Koriyama, une zone très contaminée, qui nous a dit « J'ai bien reçu les consignes de l'État de ne pas vendre ma production bio en plus, mais on a mangé les aliments avec mes enfants parce qu'on ne voulait pas gaspiller. » Mais comment pouvait-il comprendre que c'était dangereux alors que dans le même temps, il y avait un matraquage médiatique où des grands chercheurs japonais, des médecins, venaient expliquer que, texto, si on sourit, la radioactivité ne vous atteint pas. Sérieux, un des professeurs a dit ça en vidéo. L'idée, c'est quoi? C'est que la radioactivité n'aurait pas d'effet sur la santé à partir du moment où vous êtes détendu, souriant, et que c'est l'angoisse qui créerait des pathologies. Mais non, la radioactivité a physiquement, biologiquement, des effets sur la santé. Donc, bon, après, évidemment, plus il y a eu de gens capables de faire des contrôles indépendants, et très vite ça s'est mis en place, des citoyens, des groupements professionnels, des groupements d'agriculteurs, des groupements de pêcheurs, il arrive un moment où l'État a été obligé d'organiser des contrôles. Donc ça s'est mis en place, mais ça a été extrêmement long et insuffisant. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que les citoyens aient des infos et puissent faire des contrôles eux-mêmes. Comme la CRIRAD l'a fait à l'époque en 1986. La contamination, elle touche le Pacifique. Parce qu'ils ont quand même énormément de problèmes au niveau du tritium, des effluents. Et que ça passe dessous et ça va dans le Pacifique. Et donc le problème, c'est les poissons, quoi. Les poissons et les algues qui sont récoltés. Parce qu'ils ont trouvé des poissons très contaminés. Hein. Et c'est une alimentation de base, comme les algues. Mais il y a une démocratisation de la radioactivité, tu comprends? Bon, il faut qu'on aille chercher Naoto Kan à la gare. Donc il va falloir qu'on arrête la conférence. Désolé, on aurait bien continué puisqu'on était bien parti et qu'on était bien là en fait. Ouais, bah écoutez, merci. Le débat sera ce soir. Oui, ce soir. Ouais. Merci d'être venus à ceux qui sont venus. Ouais. Merci à vous.
Et merci à notre député de soutenir les actions qui sont menées sur le terrain partout dans le monde. Non, écoute, tu sais, quand on a été vacciné sur Tchernobyl, hein, on va à Fukushima, on informe les gens, mais... Hein? Je dis que tu es complètement illogique, tu te bagarres contre les vaccins et tu dis que tu as été vacciné. C'est vrai.